C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir mon cher Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Ravi de vous retrouver. Là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin. Le Parti socialiste, le Rassemblement national et certains républicains ne veulent plus ni de François Bayrou ni de sa méthode, à l'instar de Nicolas Sarkozy qui estime qu'il a fait tout à l'envers. Le Premier ministre avait tordu le bras à Emmanuel Macron pour entrer à Matignon. Aujourd'hui, il lui demande grâce d'abréger ses souffrances en acceptant un vote de confiance. Et dans le fond, les deux ne se sont pas fait mutuellement de cadeaux. Le président, certes, se débarrasse de François Bayrou, mais François Bayrou abandonne Emmanuel Macron seul, sans bouclier, face au vide et à l'absence, pour l'instant, de solution viable. Le chef de l'État, alors, s'apprête-t-il à ouvrir les portes de l'enfer avec une dissolution ou bien ira-t-il chercher un socialiste, mais il perdra sa droite? La cohésion et l'intérêt général semblent avoir déserté les esprits. Y aura-t-il bientôt un vrai pilote dans l'avion? On en parle avec nos invités. Catherine Tricot, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Vous êtes directrice de la revue Regard, merci d'être avec nous. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Directeur général de Opinion de l'Institut IFOP, merci d'être là aussi. Et bonsoir à vous, Charles-Laurent Geoffrin, directeur du journal Point Info. Alors avant d'entrer dans les spéculations, je vous propose d'écouter la savoureuse analyse de Nicolas Sarkozy sur Emmanuel Macron, un ancien président qui, semble-t-il, n'a plus de filtre. Tendez bien l'oreille parce que le son n'est pas très bon, mais on l'écoute, ça vaut le coup. Donc, quand le président m'a dit, j'ai déjeuné avec lui, vraiment, président, dites-moi ce qu'il faudrait faire. Et je lui ai répondu, je ne vous le dirai pas parce que vous allez faire le contraire. Vous me demandez mon avis depuis 8 ans et vous faites systématiquement le contraire. Vous vous trompez sur mon caractère. Parce qu'un coach, donc celui qui coach fait le contraire de ce qu'il dit, s'il est normal, il dit on arrête le boulot. Il dit non, alors je lui dis bon, non, d'accord, je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez, parce qu'il pensait que Bayrou pouvait être maintenu, un truc. Vraiment, il a. Ah oui, vous savez, la politique c'est un truc de professionnel. Je lui dis Bayrou va tomber. Et vous allez vouloir nommer un Premier ministre. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et vous allez perdre encore 3 mois. Et plus vous attendez, plus la pression sur votre démission sera importante. Donc il faut faire la dissolution. Et il fera la dissolution. Parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Quelle que soit la personne qu'il trouve. Il fera la dissolution, il y aura des élections législatives, et le grand débat sera Front républicain ou pas Front républicain. Et cette fois-ci, le Front républicain, ça ne marchera pas. Je vous dis, moi, ce qui va se passer. Ne croyez pas que je le dis par prétention. Je le dis parce que les choses se passeront comme cela. Et on a eu cette discussion. J'ai quitté l'Élysée à 15h45, j'en pouvais plus. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup inquiété, le président. Il m'a dit, je crois que vous avez raison. Alors là, j'étais sûr qu'il allait faire le contraire. Voilà, bon, c'était un peu en longueur, mais je trouvais que ça valait le coup. Jean-Marie, il joue les petites d'elle. Non, c'est Sarkozy tel qu'en lui-même. C'est-à-dire que tel que nous, on peut le rencontrer en privé, c'est exactement cela. Donc on a eu accès, ces images donnent accès à la réalité de Nicolas Sarkozy quand il s'exprime avec les uns et les autres. C'est exactement ce qu'il pense. Il se pense meilleur que les autres d'ailleurs. Mais il faut lui rappeler qu'il a été battu à l'élection présidentielle. Il faut lui rappeler aussi qu'il a retenté sa chance à des primaires, qu'il a été sèchement écarté par le peuple de droite, qui a voté à ces primaires. Et donc quand il dit c'est mon métier et qu'il reproche à Emmanuel Macron de ne pas en avoir, on peut épiloguer longuement, mais je veux dire, il devrait être un tout petit peu plus modeste, mais c'est incompatible avec Nicolas Sarkozy. Ça ne marche pas ensemble. Je serais un peu moins sévère que Jean-Marie. Il a tout à fait raison sur la forme, ça relève du stand-up, il a un certain talent là-dessus. Sur le fond, ce qu'il dit, c'est quand même assez en adéquation avec ce que nous disent les Français, qui ne supportent plus ce que j'appelle depuis le 8 juillet l'éclipse du politique, le sentiment qu'il ne se passe plus rien, que le temps s'étire, une dissolution, une assemblée introuvable, ingouvernable, du temps passé, les JO, des consultations, un Premier ministre Michel Barnier, 3 semaines qui se passent. Le temps s'étire. Les Français ont le sentiment que le politique
n'est plus dans sa promesse, à savoir faire le politique à l'échelle nationale, rien à voir avec l'échelle locale, faire les bons constats, trouver des problèmes, améliorer la vie des Français, changer la vie, comme disait un parti politique des années 70, le PS, ce n'est plus cela. Et c'est vrai que pour les Français, quand on regarde nos 3 dernières mesures pour LCI ou pour Sud Radio sur le souhait de dissolution, on passe de 40 en juin à 50 en juillet à fin août, 63%. Les gens ne sont pas enthousiastes à l'idée d'aller revoter, mais face à cette crise, face à ce blocage, la manière de trancher le nœud gordien, comme disait également un ancien président, c'est retourner aux urnes. Et c'est vrai que peut-être, plus Emmanuel Macron temporise, avec peut-être un nouveau Premier ministre, parce que la page Bayrou est maintenant quasiment tournée par tout le monde, ça pourrait produire les mêmes effets, à savoir motion de censure, ministre renversé, et de plus en plus, il devient le seul à pouvoir permettre, par une éventuelle démission, à sortir de cette crise. Alors, on va parler dans un instant de l'IFOP, vous avez fait un sondage sur le premier tour des législatives, si elles avaient lieu. Laurent, est-ce que une dissolution produirait aussi l'effet d'avoir une tripartition encore de la vie politique et quelque chose d'ingérable? Je ne suis pas devin, mais tous les sondages... Vous n'êtes pas comme Nicolas Sarkozy, vous ne jouez pas les petites bêtes? Mais non, mais je pense qu'il se trompe. Il se trompe? Oui, parce que la dissolution, soit c'est la victoire du Rassemblement national, soit c'est du pareil au même. À quoi ça sert? Enfin, à moins qu'on souhaite la victoire du Rassemblement national. Ce qui est son cas, d'ailleurs. Parce qu'en fait... Oui, dans son interview au Figaro, c'est très troublant. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il a intégré le fait que désormais, comme le Rassemblement national est le parti le plus... qui a le plus de représentation dans l'opinion, il n'a qu'à gouverner. Il le dit dans le Figaro. Absolument. C'est un parti républicain, il n'y a pas de raison. Si les Français le veulent, il faut travailler avec lui. Et il n'est pas le seul à le dire. Une partie du patronat a dit, oui, on va travailler avec le Rassemblement. C'est le syndrome Mélanie. Il pense que Marine Le Pen, c'est Mélanie. Et donc, ça sera moins pire qu'on le dit sur le plan des mesures d'autorité et de sécurité, et qu'elle restera dans l'Europe et dans les clous à peu près surtout si c'est Bardella. Bardella a donné des signaux, a envoyé des signaux au patronat en disant, vous savez, on ne va pas trop les impôts, faire attention, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'il souhaite. Donc il dit, faut dissoudre. Mais encore une fois, ceux qui veulent la dissolution ne réfléchissent pas. François Hollande, lui, dit l'autre faut pas de solution, c'est ce que dit LFI. Dissolution, démission, désordre, etc. Comme ça, on va arriver en force. Bon, chacun ses petits intérêts. Mais les partis de gouvernement n'ont pas intérêt à ça, puisque les socialistes risquent de se prendre une raclée dans une législative, ou la gauche en général d'ailleurs, et les macronistes aussi. Alors pourquoi dissoudre? Juste à moins que ça tranche. Juste un mot de retour sur ce que dit Laurent. Pour continuer, juste d'un mot sur Sarkozy. Catherine, si vous me permettez. Je vous en prie. Sur Sarkozy, je pense que l'élément important de son interview, qui n'est pas dans ce document, c'est son virage, en fait. Parce que voilà quelqu'un qui a incarné le barrage contre le RN, le barrage contre l'extrême droite, qui se flattait à juste titre d'avoir été le seul à faire reculer l'extrême droite dans les urnes. Ça, c'est tout à fait exact, et c'était son grand succès, et qui aujourd'hui, maintenant, lui ouvre les portes complètement. Et donc ça, c'est un changement de point de vue majeur et très important dans la vie politique française. Un grand tabou. En revanche, là où il a raison, Nicolas Sarkozy, et là c'est dans l'extrême et qu'on n'a pas totalement diffusé, c'est quand il dit non au départ du président de la République. Et où il explique qu'il faut éviter que le président de la République quitte son poste, parce que là, pour le coup, ce serait affaiblir durablement la fonction. Et là, c'est vraiment l'ancien président qui parle. Là, on retrouve un peu le Nicolas Sarkozy qui a quand même des qualités d'homme d'État. D'un autre côté, s'il ne gère pas maintenant, le problème de sa démission va se poser. Oui, le problème va se poser, mais lui s'inscrit en faux contre ce mot d'ordre, en tout cas, et sera du côté de ceux qui défendront l'institution. Catherine, alors, faire la synthèse de tout ce qui a été dit, peut-être, selon vous, est-ce qu'il qui a intérêt à dissoudre, le Rassemblement national, on l'a vu, mais c'est tout, finalement. La dissolution, oui, je crois. Uniquement le Rassemblement national, parce que LFI n'a pas du tout intérêt à la dissolution. Dans l'état de désunion à gauche, aujourd'hui, ça serait
un mauvais résultat pour la gauche, mais particulièrement mauvais pour LFI, parce que alors, le sondage que vous avez fait montre cela, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des candidats de gauche unis face à des candidats LFI, ça sera 2 fois sur 3, ça sera les candidats de la gauche qui gagneront face aux candidats LFI. Et donc, ça rééquilibrerait la gauche. Oui, dans les élections, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... C'est pour ça que je dis que globalement, la gauche serait affaiblie, mais il y a quand même des circonscriptions qui sont très à gauche en France et qui resteront à gauche. Oui. Mais ça va donner, par exemple, je ne sais pas, je pense à Paris, mais pas dans les grandes villes. La LFI a obtenu dans les derniers accords d'avoir la part du lion dans les grandes métropoles. Ça ne se reproduirait certainement pas de cette manière-là dans les urnes s'il y avait un candidat de la gauche unie face à un candidat de la LFI. Donc je pense que la LFI n'a absolument pas intérêt à la dissolution. Et d'ailleurs, elle arrête de menacer de mettre des candidats LFI face à tous les candidats socialistes, ce qu'elle racontait au mois d'août. Elle disait on va vous faire la peau, etc. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret. En revanche, ils veulent une élection présidentielle parce qu'ils sont prêts, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, enfin le camp Rassemblement National, parce qu'eux, ils sont unis et ils sont prêts aussi. Donc ce sont les deux qui ont intérêt à aller vers une démission d'Emmanuel Macron et une élection présidentielle. Moi, ce que je pense, c'est que toutes nos conjonctures sont intéressantes, mais le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas eu, depuis 2017, en vérité, de grand temps de débat politique en France. C'est-à-dire que 2022, on sait que l'élection présidentielle, elle a été escamotée. 2024, l'élection législative a été une surprise et ça s'est ramené à 3 fois rien. C'est-à-dire, en fait, en très peu de temps et essentiellement contre le Rassemblement national. Donc, je pense que notre problème est un problème de temps de discussion. Et Jean-François Copé est devenu mon maître à penser désormais. Ah bon ? Oui, je plaisante. Mais je trouve qu'il dit quelque chose de juste. Il dit qu'il faut une élection présidentielle parce que c'est l'élection qui permet de mener le débat dans sa globalité. Mais elle ne peut pas être, par une démission d'Emmanuel Macron, surprise. C'est-à-dire qu'il faut l'anticiper, l'annoncer, peut-être au mois de mai, c'est-à-dire après les élections municipales. Moi, ça me paraît une proposition, en fait, profonde. C'est-à-dire il faut retourner aux urnes avec une élection majeure et marquante, mais elle ne peut pas être en 45 jours à la faveur d'une démission surprise d'Emmanuel Macron. Ce que dit Catherine est très intéressant parce que c'est exactement l'argument qu'avancent les Français. Est-ce que les Français souhaitent la démission ou le départ à court terme d'Emmanuel Macron ? Quand on pose la question dans un sondage où on met le problème sur la table, on a en gros entre 55 et 65% des Français qui y sont favorables. Mais quasiment jamais, et c'était 3 verbatim sur 800 personnes dans la dernière enquête IFOP-JDD, demandent le départ d'Emmanuel Macron spontanément. Les sondages qui montrent le souhait d'une démission d'Emmanuel Macron, c'est plus le reflet de la colère, du mécontentement, de tout ce qui se passe, et puis de cette usure du pouvoir. Parce que la raison avancée, c'est exactement celle que vous avancez. Les Français veulent un vrai débat. Ils ont l'imaginaire de la belle campagne de 2007, de la belle campagne de 2012, des débats à 5 sur TF1, rappelez-vous, entre les 5 principaux candidats en 2017. Alors, je pense que le mécano proposé par Jean-François Copé, ça passe quand même pour l'instant au-dessus de la tête de beaucoup de personnes. Par contre, ils souhaitent très fortement, et ils le disent spontanément en dehors des sondages, le départ rapide de François Bayrou, parce que très clairement, il y a eu une colère à son égard absolument énorme. Oui, ils vont avoir... Ils seront entendus. Oui. Alors, on va en venir à votre sondage. Donc, Nicolas Sarkozy, pour lui, la seule solution, comme il l'a dit au Figaro cette semaine, c'est la dissolution. Frédéric, vous avez fait un sondage IFOP pour le Figaro sur les intentions de vote en cas de législative, avec 2 cas de figure. Le premier, avec une gauche unie, arrive en tête le Rassemblement national avec 33%. Le nouveau Front populaire, c'est-à-dire ce qu'on a eu aux dernières élections, 25%. Le Bloc central, avec Renaissance Modem Horizon, 15%. Les Républicains, 13%. Autre cas de figure, cette fois, avec une gauche divisée. Le RN, 33%. PS, PC, Place Publique, 15%. Bloc central, 15%, idem pour les Républicains qui ne bougent pas, 13%, LFI et Écolo, 11%. Et dans ce cas de figure, la gauche radicale perd des plumes. Oui, alors bien sûr, ce n'est qu'un sondage sans campagne électorale. Ce qui me frappe, c'est des éléments de continuité très forte avec le premier tour du 30 juin 2024, à savoir un RN
toujours très fort, une gauche NFP qui est la principale force contre le RN, mais qui est quand même en recul, qui n'est pas en dynamique. Mais très clairement, on voit le perdant. Et ici, un vote sanction, c'est pour le bloc central. Il faisait quasiment 22%. Il est autour de 15. Et on voit une dynamique légère, une dynamique en faveur des Républicains, confirmée d'ailleurs par tous les résultats des élections partielles. Ce n'est pas du sondage, c'est du vote réel. Et puis on voit très bien que quand ce 15 pour le PSPC et le 11 pour LFI, c'est à un point près le rapport de force des élections européennes. Est-ce que LFI n'est pas un tigre de papier électoral? Je fais aussi référence aux élections partielles perdues systématiquement par LFI, que ce soit la législative de l'Isère ou la municipale de Villeneuve-Saint-Georges. En tout cas, on voit que la gauche a intérêt à l'union. Elle est très divisée sur toute une série de sujets, mais elle a une capacité à s'unir très fortement. Effectivement, compte tenu du mode de scrutin, compte tenu de la force du RN, la gauche a intérêt à partir unie pour éviter une bérésina. Oui, mais alors justement, c'est ça le problème. On est brouillé avec le LFI. Il y a un travail de cohérence à faire, on est d'accord. Oui, comme vous dites, il y a un travail de cohérence. Oui, c'est-à-dire que c'est complètement incohérent. Oui. Mais en 2024, on ne peut pas dire qu'avant le NFP, on avait une gauche formidablement unie. C'est pas pire qu'en 2024. Ils se sont insultés copieusement, ils ont dit que c'était fini, etc. Le programme qu'ils ont signé, il ne vaut plus rien. Et donc, ils vont être obligés d'expliquer aux électeurs. Alors, ils vont toujours y arriver. Hein. Ils vont dire, oui, mais il y a le risque du Front National, tout ça. Mais franchement, pas sérieux. Ils sont d'accord sur rien. Non, c'est pas vrai. Ils sont d'accord sur rien. Non, ce n'est pas vrai. Ça, je ne suis pas d'accord. Oui, ils sont d'accord pour augmenter les salaires, éventuellement. Je suis pas d'accord. Encore, on ne sait pas de combien. Non, non. En politique étrangère, il y en a qui vont dire, bon, mais il faut aider l'Ukraine. Ils disent, non, surtout pas, nous, on est pour les Russes. Là, ça va être... Oui, je ne suis pas sûr qu'ils le disent comme ça, on est pour les Russes. Mais bon, je ne sais pas si ça serait si clairement... Et alors, sur le Proche-Orient, pareil, il y a un génocide, non, ça se discute, etc. Il ne faut pas aider Israël, s'il faut aider Israël... Enfin bon, ça va être un capharnaüm total quand même. Et d'un autre côté, Laurent, quand on regarde le contre-projet du Parti socialiste, on se dit c'est plus la gauche social-démocrate voulue par François Hollande, et c'est pas non plus LFI, mais alors dans le fond la vraie position. Mais LFI a dit que c'était de la traîtrise. Ils ont dit c'est de la traîtrise. Oui, ils l'ont dit, je n'ai pas rien, moi j'écoute ce que disent les gens. Donc et après ils vont se mettre ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas toujours. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde, je pense qu'il y a des désaccords qui sont notamment sur les questions internationales, mais il y a surtout un gros paquet là, qui est arrivé, qui fracture la gauche et qui la divise et qui la met un peu cul par-dessus tête, c'est la question européenne. C'est-à-dire que la partie social-démocrate qui a toujours... ancrer son projet dans l'intégration européenne, dans la participation au projet européen. Aujourd'hui, il y a quand même un gros problème là, avec l'Europe. On va dire que l'Europe, elle n'a pas montré ses capacités à faire face aux dangers que représente l'évolution notamment de la politique de Trump. Donc là, je pense qu'il y a quand même un problème, mais qui n'est pas qu'un problème de discorde, qui est un problème de repenser une proposition qui tienne compte de l'évolution notamment de l'Europe. Mais sans ça, le Parti socialiste conduit par Olivier Faure n'est plus le Parti socialiste de François Hollande totalement pro-business. Donc je pense que les positions se sont vraiment rapprochées. Mais le totalement pro-business, ils ont poussé des hurlements pendant 4 ans en disant c'est le fiscalisme horrible, Hollande, regardez, il a ISF, Emmanuel Macron était le secrétaire général de l'Élysée avant de devenir le ministre de l'économie et des finances. Il a fait la politique, il a poursuivi ensuite en étant au gouvernement, c'est lui qui a fait la loi travail, il a donné les orientations quand il était au ministère de l'économie et il l'a poursuivi en tant que président de la République. On peut dire qu'il y a une continuité entre la politique de François Hollande et d'Emmanuel Macron et que le Parti socialiste... moi je le pense. Je pense qu'il y a une continuité. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais il y a une continuité. Et en revanche, le parti d'Olivier Faure... Et c'est bien pour ça... quand le business proteste. Et c'est pour ça... Et c'est d'ailleurs pour... Non, et c'est d'ailleurs... c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un débat au sein du Parti socialiste et qu'il y a des gens qui sont restés fidèles à l'orientation de François Hollande, tandis que la majorité autour de Olivier Faure a décidé de tenter une autre voie, comme on la voit expérimentée par exemple en Espagne. On va se tourner vers la droite qui ne veut pas de dissolution ni voter contre la confiance au nom de la stabilité. Écoutez Laurent Wauquiez, qui était un peu surprenant d'ailleurs. On l'écoute. On a pris un engagement, nous. On ne censure pas.
C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité, c'est catastrophique pour le pays. Jean-Marie, on ne censurera pas un gouvernement socialiste. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron s'il était tenté de se tourner vers un socialiste. Ce que dit Laurent Wauquiez, c'est surtout qu'ils ne censureront pas un gouvernement RN. Là encore, on est dans le même dérive. Non, il a dit socialiste. Oui, mais les socialistes aussi. Mais la surprise. La surprise, c'est ce qu'il dit aussi sur le RN, parce que c'est dans le droit fil de l'évolution de Nicolas Sarkozy. Donc la droite, pour elle, d'ailleurs, les résultats actuels sont une divine surprise, de les voir à ce niveau d'intention de vote, comme l'ont mesuré les techniciens de l'IFOP. C'est quand même la surprise et le bénéfice de la présence de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Ça repose sur l'image d'un seul homme. Mais cela dit, il faut toujours rappeler ce pourquoi on en est là. On en est là parce que pour la première fois dans l'histoire politique de la France, ce sont les extrêmes, qui sont l'opposition. Oui. Traditionnellement, il y a une alternance. Il y a une gauche qui succède à la droite qui succède à la gauche. Là, c'est les partis de gouvernement qui sont effacés. Pour les électeurs, l'alternative est visible, elle est d'ailleurs documentée, et ainsi de suite. Là, on est dans les mains des extrêmes, parce que ce sont les extrêmes qui ont le monopole de l'opposition, et entre les deux, les partis s'étaient effondrés. Parti socialiste comme le parti de droite. Et donc c'est ça qu'il faudrait rétablir, c'est-à-dire un parti socialiste fort, qui ne soit pas celui d'Olivier Faure, parce que c'est plus une pâle copie de LFI qu'un programme socialiste. Et la droite, il faudrait aussi qu'elle renaisse plus fortement, encore qu'elle en prend le chemin. Mais tant qu'on sera prisonnier des extrêmes, on sera dans ces difficultés. Et on sera au-delà de ces difficultés si les extrêmes arrivent au pouvoir. Est-ce que la droite et le Parti socialiste peuvent renaître au travers des extrêmes? Ils ont connu 2 21 avril de suite en 2017 et en 2022. C'est, je dirais, la tendance lourde depuis presque ces 10 dernières années. Le PS et LR existent très bien, mais à l'échelle locale. Ils trustent les villes, les départements, les régions, quasiment sans exception, quelques communistes, quelques écologistes. Mais effectivement, ça reste très compliqué. Alors, quand on dit que les extrêmes trustent les oppositions, Jean-Marie a tout à fait raison. Quand on interroge qui incarne le mieux l'opposition, Emmanuel Macron, c'est d'abord le RN, puis LFI. Je suis quand même frappé par, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, le RN comme extrême ne veut pas dire une base extrême. Quand dans cette enquête, le RN fait 28% chez les cadres supérieurs et les professions libérales, quand ils font presque 25% chez les personnes retraitées. Quand on regarde qualitativement ce qui fait que ces électeurs seraient prêts à voter RN, ce n'est pas l'incarnation de Bardella et de Marine Le Pen, c'est ce que j'appelle l'alternative. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un petit peu ces propos spontanés qui sont « on les a jamais essayés ». C'est leur tour, pourquoi pas eux? De toute façon, ils feront pas pire que les autres. Et c'est cette dimension de l'alternative qui fait que le RN aussi souhaite la dissolution. Et pour la première fois, il y a eu un vrai glissement. Ils ont appelé à un départ d'Emmanuel Macron. Ils ne l'avaient pas fait par le passé. Ils laissaient ça seulement à la France insoumise. Mais en plus, ils font 32, c'est ça? Oui, 33 à 32. Et il y a aussi Reconquête, avec quelques points. Oui, Reconquête, par contre, les candidats Ciotti, puisqu'il y a un accord de désistement. Oui, mais Reconquête fait combien? 4 entre 4 et 5, Reconquête retrouve des couleurs. Vous avez raison, puisque Reconquête a fait moins de 1 en 2024. Faire 3 points de plus, ce n'est pas rien. Je rappellerai qu'en 2024, le 7 juillet, le RN a perdu une quarantaine de circonscriptions, entre 1 et 3 points d'écart, entre 51-49 ou 53-47. Avec des scores pareils, sans doute, les victoires seraient possibles. Oui, donc ça veut dire, il y a des élections anticipées, il y a forcément, soit Marine Le Pen, soit Bardella à Matignon. Et ça, est-ce que c'est une option? Forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais il y a une chance. Ce qui risque de se produire, c'est qu'ils arrivent à une majorité relative forte, qu'il leur manque un petit bout pour avoir des majorités à l'Assemblée. Alors Marine Le Pen dit on ira si on a une majorité absolue. Oui, mais si jamais il y a des défections à droite, comme Sarkozy manifestement veut le favoriser, elle peut trouver une majorité. Pas une majorité hyper solide, mais enfin en tout cas faire passer une grande partie de ses projets. Parce que c'est toujours pareil. Donc il sait à quoi il s'attend. Ils vont pas faire un vote de confiance d'emblée, les nouveaux. Non. Sauf s'ils sont sûrs d'avoir une majorité. Sinon, ils disent, ben voilà, on a un gouvernement, on a pris telle mesure,
Maintenant, à vous de jouer. Et le Parlement peut déposer une motion de censure, il peut jouer le 49.3. Enfin, mais est-ce qu'Emmanuel Macron, tactiquement, a intérêt à ça ? Il y a deux éléments qui sont très troublants dans la situation actuelle. Un concerne Emmanuel Macron, puisqu'on lui prête le scénario possible qu'il fasse appel à Jordan Bardella, là, après François Bayrou, pour engager une vraie période de cohabitation. Mais la cohabitation réduite à si peu de temps, je doute que ça laisse le temps au président de la République de renverser que le gouvernement soit à ce point impopulaire que on en termine avec le Rassemblement national. Renforce le Rassemblement national. Je pense que ça, c'est très très risqué. Et c'est un peu ce que laisse filer aujourd'hui ou laisse filtrer aujourd'hui l'Élysée, qu'il y aurait un scénario Bardella. Le deuxième truc le plus inquiétant, c'est que... Le deuxième élément le plus inquiétant, c'est ce qui est prêté par l'hebdomadaire Le Point au Rassemblement national. C'est-à-dire d'entrer dans un processus de crise jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre, ils vont s'y opposer, ils vont tout faire pour que ce Premier ministre chute dans les 15 jours ou 3 semaines, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Emmanuel Macron finisse par partir. Là, c'est le scénario, j'allais dire, si François Mitterrand était encore là, il dirait ce sont des factieux qui parlent comme ça. Et ce sont les deux scénarios qui m'inquiètent le plus. C'est la même tactique que Mélenchon. Oui. Mais cela dit, ça ne se produira pas si les socialistes font un accord. Bien sûr. Enfin, alors, donc là, première hypothèse, est-ce que Bardella peut être nommé ? Je pense que si Bardella est nommé, il tombe très très vite. Parce que par ailleurs, il y a quand même une majorité à l'Assemblée nationale qui est opposée à l'extrême droite. Quand bien même je mets entre parenthèses le groupe LR qui serait probablement divisé, mais il n'y a aucune chance qu'un budget Rassemblement national, conduit par le Rassemblement national, passe en décembre. Donc, Jordan Bardella, porté à Matignon, l'Assemblée le fera tomber et ne pourra pas faire passer son budget. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a une chance que les socialistes soient appelés à gouverner ? Je pense qu'il y a deux questions. Ils n'iront au gouvernement que s'il n'y a pas, je crois que Olivier Faure a été très clair, il n'y aura pas d'union nationale, donc ils ne gouverneront pas avec les LR, ça c'est certain, et probablement pas d'ailleurs avec le groupe central. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est qu'ils feront avec par texte. Ils iront et ils dureront le texte par texte et ils chercheront un accord, soit d'abstention, soit de tolérance avec les macronistes. Et c'est pour ça que le budget qu'ils ont proposé est un budget certes teinté gauche, mais quand même assez raisonnable pour être acceptable. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut accepter une telle proposition qui, quand même, est basée, par exemple, sur de nouvelles recettes prélevées chez les plus riches ? C'est assez contradictoire avec la politique d'Emmanuel Macron. Où il a su les Français. A priori, leur intérêt, me semble-t-il, c'est plutôt de dire écoutez, nommez quelqu'un et on va discuter. Et après, ayant obtenu un certain nombre de mesures qu'ils auront demandées officiellement, ils diront bon, c'est pas notre politique, mais on vote pas la censure. À ce moment-là, le gouvernement peut continuer tant bien que mal en espérant qu'il puisse aller jusqu'à la présidentielle. Ce qui me paraît le plus vraisemblable. C'est plus simple. Alors, parce que faire un gouvernement socialiste, c'est pas l'UNFP parce qu'il n'y aura pas LFI. Donc sa base initiale sera de 120 députés sur 577. C'est quand même pas beaucoup. Donc ils peuvent faire passer, à mon avis, par exemple, l'histoire de la fiscalité sur les très riches. Ça, ils peuvent le faire passer à l'Assemblée, d'autant plus que c'est populaire. Hein. Les gens, ils sont pour ça. Et en plus, il y a des arguments objectifs très forts. Quand on voit que le patrimoine des très riches a triplé en 10 ans, on dit, bon, on peut en prendre 2% quand même. C'est quand même pas la mer à boire. Et donc ça peut être passé à l'Assemblée. Accepté par un gouvernement centre-droit, centre, qui disent bon, les socialistes demandent ça, on leur donne. Est-ce que les Français disent, comme disait Marchais, il faut aller prendre l'argent là où elle est ? C'est ce qu'il disait. Sur le papier, oui, puisque c'est vrai que la grille de lecture, d'appréhension du gouvernement de François Bayrou, c'est l'injustice. C'est un accord sur les constats faits le 15 juillet, mais un désaccord profond sur les solutions, sur la répartition des efforts, avec cette crispation très forte sur les jours fériés. C'est vrai que quand on teste cette taxe Zuckman, il y a bien sûr une adhésion très forte, mais attention, quand on creuse un petit peu au-delà des sondages, mais dans les discours spontanés, il y a une crainte, notamment chez les classes moyennes, de dire « Ah, on s'attaque aux riches, mais qui sont les riches, les ultra-riches ? Est-ce que ça va pas glisser sur nous, les classes moyennes ?» Je rappellerai qu'on est
le discours politico-médiatique, c'est une sorte de sacralisation de l'électorat retraité. On peut perdre une présidentielle en ayant largement gagné l'électorat retraité. Giscard en 81 ou Giscard d'Estaing, pour bien dire son nom, et Nicolas Sarkozy en 2012. On ne peut pas gagner sans avoir la France du travail, les classes moyennes, qui aujourd'hui, à travers cette enquête IFOP Le Figaro, est très clairement à basculer assez fortement au Rassemblement national. Alors, on va écouter Olivier Faure, qui avait lui aussi un rendez-vous avec François Bayrou aujourd'hui et ce matin, et je vous le donne en mille, évidemment. Ça n'a rien donné. Les socialistes, pourtant, tendent la perche à Emmanuel Macron et s'appuient sur la magnanimité de Laurent Wauquiez ce matin. On l'écoute. Dans ce périmètre qui est celui de la gauche qui veut gouverner, eh bien, à lui de choisir quel sera le ou la première ministre qui aura son agrément et qui permettra ensuite, sur la base que nous avons définie, de gouverner et d'avancer, parce que le but du jeu, il est là, c'est qu'il y a une proposition sur la table. Elle permet bien sûr d'offrir un autre regard sur l'avenir, et je pense que ça mérite effectivement d'être discuté. Et donc tant mieux si Laurent Wauquiez dit qu'il ne censurerait pas ce gouvernement. Alors, ce qui est un peu bizarre dans sa position, c'est d'avoir renoncé au 49.3. Alors ça, c'est un peu mystérieux. Ça, il le dit. Au moment où il y a toujours des oppositions. Donc, non, mais ils ne peuvent pas critiquer le fait d'avoir un 49.3 et d'hurler à chaque fois. Ils auraient pu ne rien dire. Oui, et puis c'est quand même une façon de dire on cherchera des compromis, on vous en a, oui, on vous donne un gage, on donne un gage, et par ailleurs. Mais ça c'est le gage quoi de social-démocrate, pourtant il n'est pas tellement. Ils disent on vous donne, on vous assure qu'on vous fera pas, on va pas vous imposer des choses qui vous révulsent. Et la deuxième chose sur laquelle s'appuient les socialistes et la gauche en général, c'est que l'année dernière, au moment du débat sur le budget, ils avaient fait voter à l'Assemblée de très nombreuses mesures, et ils avaient même un budget globalement qui est parti à l'Assemblée, au Sénat, et qui a été récusé par le Sénat de droite. Mais le budget conduit par le NFP et Éric Coquerel, qui était le président de la Commission des Finances, avait obtenu à l'Assemblée, par le jeu des macronistes qui avaient largement déserté les bancs de l'Assemblée et la faiblesse des autres oppositions, ils avaient réussi à faire un budget dans lequel la taxe Zuckman et d'autres éléments de cet ordre étaient passés. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est nous pouvons le faire. On l'a fait l'année dernière, on peut le refaire cette année. Est-ce que... Alors, Emmanuel Macron laisse filtrer, on a vu des papiers dans Le Point et ailleurs. Est-ce qu'il drague, Jean-Marie, les socialistes, ou bien, comme le suggère aujourd'hui le titre de l'Opinion, journal plutôt libéral, voilà, est-ce que c'est un leurre lancé par Macron, ou c'est bien possible qu'il prenne un socialiste? Je ne pense pas que ce soit un leurre. De toute façon, il faudra bien qu'il trouve une solution, et il n'y en a pas 36. Mais ce qui est bizarre, il les a toujours trouvés à droite. Dans la démarche du président de la République, ce qui est surprenant, c'est qu'au sortir des élections législatives, s'il avait respecté l'arithmétique du vote, c'est-à-dire la gauche était en tête, on dit toujours le Rassemblement national est le groupe le plus fort, mais au sortir des législatives, c'est l'ensemble de la gauche qui est numéro 1. Donc il aurait dû se tourner à ce moment-là vers l'ensemble de la gauche pour désigner un Premier ministre. Il a enfreint cette règle-là. Et d'ailleurs, une bonne part de ces difficultés vient de là, parce que si ça avait été le cas, la gauche en question aurait été mise à l'épreuve de l'Assemblée. Peut-être d'ailleurs ne l'aurait-elle pas franchie, mais néanmoins, c'était la démonstration qu'il fallait faire pour respecter l'esprit de la Constitution, pour respecter, disons, l'esprit démocratique. Et là, aujourd'hui, il va rechercher des socialistes, mais l'occasion est passée, le temps est passé. Donc je doute que ces socialistes-là, s'ils acceptent, aient une quelconque majorité à l'Assemblée. Non, parce qu'il les a quand même entourloupés, Bayrou en tout cas, et un peu Macron. Les socialistes ont dit on ne vote pas à la censure, on vous laisse vivre. Oui. Mais en échange, on aura le conclave sur les retraites pour trouver un compromis acceptable, etc. Bon. Ils trouvent un compromis à peu de choses près, en disant, bon, peut-être 64 ans même, la CFDT a même accepté, il me semble, 64 ans. Oui. Mais mettez la pénibilité en échange. Là-dessus, le MEDEF fait une crise de nerfs, et Bayrou dit, il n'y a plus rien. Et les socialistes ont dit, mais attendez, on était d'accord, vous deviez, en échange de notre abstention sur la motion de censure, vous deviez nous donner ça politiquement. Et vous ne l'avez pas donné.
Donc on se méfie de vous. Et maintenant, on vous renverse. Mais est-ce que ce qui est pas très cohérent non plus, c'est que sur les retraites, là, dans le contre-projet socialiste, ils veulent revenir aux 62 ans, alors qu'effectivement, la CFDT a plutôt abandonné l'idée des 62 ans. Ils ont dit qu'ils suspendaient. Oui. Ça veut dire que dans un an, si jamais ça venait sur la table... Oui. Parce que les 62 ans, c'est pas sérieux, franchement. A fortiori, les 60 ans. Pourquoi c'est pas sérieux? C'est parce que l'espérance de vie a augmenté beaucoup. Et alors? Mais c'est vrai que... Et la richesse a augmenté de 30% 62 aujourd'hui, c'est comme 60 ans en 80, c'est pareil. En tout cas, les 62 ans, c'est la dernière réforme des retraites qui a été soutenue, la réforme Sarkozy-Fillon-Wörth, qui a été soutenue par une petite majorité de Français sur le mode un effort nécessaire pour sauver le système des retraites. Alors que je rappelle, la retraite à 64 ans, telle qu'elle a été votée, c'est en gros 2/3 des Français et 3/4 des salariés. J'attire votre attention, mais vous le savez, mais je pense qu'il faut le redire à nos spectateurs, ces affaires de mécano électoral, de combinaison, qu'est-ce qu'on est loin du discours des Français. Qu'est-ce qu'on est... Non, mais il faut passer par là, je ne vais pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que veulent les Français? Non, mais ils veulent que le politique rejoue son rôle à l'échelle nationale, comme il le joue parfaitement à l'échelle locale, d'où ce que je disais au début de notre échange, sur un souhait de dissolution qui n'était pas évident au début, mais qui apparaît à tort ou à raison comme la solution pour sortir de ce moment d'éclipse du politique. Mais en même temps, cette éclipse du politique, elle est nourrie par les Français eux-mêmes. Parce que cette assemblée, c'est la Chambre qui est sortie cette assemblée ingouvernable, cette assemblée incapable de c'est quand même le fruit d'un vote. Oui, mais et donc c'est la volonté des Français, c'est bien d'avoir cet éparpillement. Pas du tout. Mais non, les Français... Je pense pas, Jean-Marie, qu'on vote en fonction de ce que va donner une assemblée dans son ensemble, même si on veut sanctionner parfois. Le bloc central n'a pas été complètement... Enfin, vous vous rappelez des missions l'école des fans, tout le monde a gagné. Là, c'est tout le monde a en fait perdu. Et quand vous dites que la gauche aurait dû être appelée au pouvoir, pardon, mais le socle commun, bloc central et LR, qui compose les gouvernements Barnier-Bayrou, avait plus de députés que la gauche. Oui, à 10 ou 15 près, mais c'est vrai aussi qu'il y a une faute originelle dans cette alliance, c'est que cette alliance entre les macronistes et LR s'est faite, on se souvient tous de cette image d'une fin d'après-midi où ils se réunissent, les chefs de parti, il n'y a même pas un début de programme. C'est on tape là, on y va, et puis en fait, il n'y a pas d'accord entre eux. Et ça s'est défait très vite, et aujourd'hui, c'est complètement capoute. Et donc, en fait, sans les LR, les macronistes avec le Modem et puis Horizon, ont beaucoup moins que la gauche. Donc, mais moi, ce que je rejoins, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce que les Français veulent, c'est qu'on se remette à avoir un projet politique et qu'on discute de qu'est-ce qu'on fait de la France. La France est un pays très riche financièrement, avec une histoire, avec des intelligences, et où est-ce qu'on décide de mettre notre capital? Est-ce qu'on décide de faire par rapport au service public, par rapport à la transition écologique, par rapport à l'âge de départ à la retraite, par rapport à la protection sociale? C'est ces débats-là qu'il faut avoir, et véritablement, je pense que tant qu'on n'aura pas ces débats-là, on ne peut pas dire qu'il... Mais c'est prévu quand? Dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, donc ça veut dire que pendant 1 an et demi, on continue de patauger dans la semoule. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de base. Et encore une fois, cette assemblée, elle n'a pas été élue pour que les partis s'entendent ou je sais pas quoi. Elle a été élue dans l'urgence. Les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu au niveau de leur circonscription. Voilà quels sont les candidats. Je vais voter pour celui-là ou pour celui-là. Ils n'ont pas décidé de faire une assemblée éclatée. C'est un résultat, mais ce n'est pas une stratégie consciente des Français d'avoir cet éclatement. Donc, mais c'est eux qui veulent. Non, mais cet éclatement, il est un résultat. Il est le résultat d'une absence de débat politique qui permet de la confrontation solide. Et il n'y a pas de confrontation solide et la présidentielle le permet. Mais est-ce que les socialistes n'ont pas une responsabilité de la décision d'Emmanuel Macron de se tourner plutôt vers la droite que vers la gauche en faisant alliance avec la France Insoumise? Qui, les socialistes? Oui. Non, c'est-à-dire qu'ils se sont alliés. J'ai pas compris. Ils se sont alliés avec la France Insoumise, et ça a empêché Emmanuel Macron de se tourner vers la gauche, non? Non, c'est idiot ce que je dis. Là, maintenant, ou le coup d'avant?
Non, mais il n'a jamais voulu. Oui, ça a joué. Vous avez raison, mais il a pu jouer, mais Macron il y a a pu dire, la vous êtes en tête, je vous donne. Ça a commencé avec la NUPES en 2022. C'est pas sorti uniquement. Non, la surprise, et tout le monde le sait, c'est que quand Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée, il était sûr que la gauche, qui se lézardait déjà beaucoup, ne se replâterait pas de manière si rapide. Ça a pris même pas 48 heures. C'est pour ça que moi, je veux juste dire un mot, c'est que je ne crois pas à l'inéluctabilité de la victoire du Rassemblement national, parce que elle s'est replâtrée. Oui, je suis la seule, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et c'est pour ça que la gauche s'est ressoudée, parce que les gens ne le veulent pas. Je me fais disputer dans l'oreillette parce que j'ai posé une question un peu à rallonge et personne n'a compris, mais c'est pas grave. Merci. C'est qu'on est un peu lent à la détente. Surtout Catherine monopolise la parole. C'est ça, ça doit être ça. Merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. Merci, à très vite.